Donc, c'est un texte d'Ariane Ascari, Eh tiré de… bien, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette émission de scène traditionnelle du jeudi, donc en direct sur la page Facebook de la FFTA, qui est aussi retransmise en différé. Vous pouvez nous retrouver en replay sur notre réseau social Réseau Théâtre et sur la chaîne YouTube de la FFTA Théâtre. Donc ce soir, c'est une émission un peu particulière, hein, un petit peu comme on avait fait il y a 15 jours finalement, parce que ça avait bien fonctionné. Donc rebelote, on se refait une spéciale lecture avec, vous reconnaissez, certes, si vous êtes des habitués de l'émission, bien sûr, je ne doute pas, vous reconnaissez des têtes connues et puis des nouveaux visages qui sont apparus, qui nous ont rejoints. Et puis voilà, je pense qu'on va essayer de faire ça toutes les 2 semaines, quoi, une spéciale lecture comme ça. Donc il y en a déjà une qui est prévue dans 15 jours, avec parfois les mêmes, parfois d'autres, voilà, 5-6 lecteurs à chaque fois pour nous faire partager des coups de cœur, des lectures de textes de théâtre ou autres. On n'est pas clair, ça peut être aussi de la poésie, ça peut être des extraits de nouvelles, des extraits de romans. On est ouvert à tout. Donc, sans plus attendre, va se présenter au tableau le premier lecteur, qui est Bernard de la compagnie Phoenix. Donc, voilà, Bernard, parle-nous, dis-nous un petit peu le texte que tu as choisi, le titre, l'auteur, et puis on va t'écouter sur cette lecture que tu as choisie. La parole est à toi. Je te remercie, Jean-Claude, et bonjour à tout le monde et aux auditeurs également. J'ai choisi un texte d'Ariane Ascaride et d'Ascardi, pardon. Bonjour pas. En fait, ce sont une succession de lettres que Ariane a écrit pendant le début du confinement. Et certains textes m'ont énormément plu. Celui-ci m'a touché un petit peu plus, je dirais. Et puis, comme j'ai eu également le plaisir de voir jouer Ariane donc avec Serge Valitier au théâtre, bon, je me suis dit, ça joint un petit peu là, une lettre comme ça. Et puis le théâtre, on est toujours dans cet esprit du théâtre. Donc, une des lettres que j'ai choisies. Bonjour, pas. Samedi, premier jour d'un week-end qui n'existe pas vraiment pour moi. Je sais qu'il existe pour les éboueurs, les caissières, les infirmiers. Enfin, j'espère. Leur rythme de vie n'a peut-être pas changé, mais leur mode de vie, si. Ne serait-ce que d'aller travailler avec l'angoisse au ventre en permanence. Je suis sorti aujourd'hui accomplir la cérémonie des courses en temps de fléau. On sent une certaine accoutumance chez tout le monde. Port du masque, acté. Il y a plusieurs charges d'écho, mais quelques-uns sont apparus. Des artisanaux, faits maison, en tissu coloré, au dessin bariolé. Ce matin, presque tout le monde était protégé. Je ne peux pas m'empêcher de penser à la burqa, toute proportion gardée, car ce n'est que pour mon bien que je fais disparaître la moitié de mon visage. Mais tout de même, c'est étrange. Je n'affronte plus la rue, le visage nu. Je ne sais plus qui disait que le visage était le reflet de l'âme. Jusqu'à présent, je présentais, pas toujours fièrement, mon âme aux autres, et je découvrais, au regard des autres, ma filiation, ma ressemblance autour aujourd'hui des personnes. Et puis, en ce jour maintenant, plus personne ne peut me reconnaître, à part les intimes. Car pour affronter la rue, j'arbore et j'ajoute à l'armure, à mon masque donc, une paire de lunettes noires. Plus excitant, je me demande à quoi vont servir les caméras de surveillance dans les magasins si le port du masque continue. Comment reconnaître une voleuse la petite semaine si elle porte un masque? Tu rigoles. Mais je te jure que c'est une vraie question. Il va falloir inventer des caméras, rayon ultra, je ne sais quoi, pour continuer à faire son chiffre d'affaires. Donc, le port du masque peut être traumatisant et te consoler, soigner ton ego. Tu voles par angoisse les freins que tu ne peux pas te payer. Moi, je suis sûr que les filles obligées de porter la burqa se vengent comme ça. Enfin,
Je l'espère de tout mon cœur. Histoire de me remonter le moral, je relis Le Cheval Roux d'Elsa Triolet. C'est un roman qu'elle a écrit dans la guerre froide, pendant ce moment, et qui raconte la vie d'un survivant après la guerre atomique. Le Cheval Roux, c'est un des chevaux de l'Apocalypse dans la Bible. C'est un roman de science-fiction, en quelque sorte. Et je l'ai lu il y a plus de 30 ans, quand Martine me l'a offert. J'avais eu une peur bleue à l'époque. J'ai toujours eu peur des bombes atomiques, qui étaient pour moi, enfant, la représentation de la fin du monde. Ce qu'elle est d'ailleurs. Et dans mes terribles moments d'angoisse, je visionnais dans ma tête des images terrifiantes de mes parents morts. J'ai toujours le souvenir extrêmement précis d'un cauchemar dans lequel maman n'avait plus la force de faire la vaisselle. Je devais partir à l'école et elle me disait « Embrasse-moi, ma chérie, je ne serai plus là ce soir. » Tu imagines ma terreur au réveil? Terreur secrète, puisque je n'ai jamais parlé de ce cauchemar. J'étais persuadé que si j'en parlais, il allait se réaliser. J'ai bien fait, puisqu'elle a vécu très longtemps après mes terreurs nocturnes. Ce livre, dans ces temps qui ressemblent malheureusement un peu à de la science-fiction, fait naître d'autres sentiments aujourd'hui. L'auteur raconte cette incroyable volonté de survie. J'assiste à la même chose. L'humain déploie une telle hargne à survivre qu'il fait appel en un temps record à l'ensemble de ses forces intellectuelles et physiques. Toute la journée à la radio, on entend des médecins qui réfléchissent à la meilleure façon de combattre le virus, ou à des psychanalystes qui, eux aussi, parlent d'un autre combat, celui du traumatisme. Par instant, je lâche. J'éteins et j'écoute de la musique. Je n'arrive plus à supporter le combat. C'était comme ça pendant la guerre. Je suis persuadé qu'il fallait par moments oublier l'ennemi, non? Et puis, il devait y avoir ceux qui ne se sentaient pas concernés. Triolet en parle dans sa préface. Ils continuent à vivre. Ils sont incapables d'imaginer que la grande ville qui était vêtue de lin fin, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, ait pu disparaître. Je suis obligé de penser à certains de mes amis qui ont pris la tangente dès le 15 mars. Il leur restait quelques heures pour aller se confiner à la campagne. Je suis curieuse de voir comment ils vont revivre leur retour dans la grande ville. Enfin, s'ils rentrent, je ne cesse de penser à Zone libre, de Jean-Claude Grimbert. Bien sûr, ce n'est pas la guerre, mais pas. Tu serais surpris par les comportements. La délation fait son retour aussi. Surprenant le nombre de dénonciations auprès de la police, de personnes qui ne pratiqueraient pas les bons gestes. Ça me dégoûte et me désespère du genre humain. Pas. J'ai l'impression que tout se répète. En même temps, nous changeons de mode et peut-être pour le meilleur. Peut-être que pour arriver au meilleur, il faut passer par le pire, le dur, le terrible. Si j'osais, lorsque tu mets au monde un enfant, tu souffres le martyre pour connaître la joie suprême. C'est un peu beaucoup chrétienne. Non? Je te laisse pas. Je vais boire un coup. Nous avons pris l'habitude avec Robert, pour alléger nos soirées, de nous offrir un apéro 2 fois par semaine. Ce qui veut dire que 2 soirs par semaine, la vie est presque belle. Je t'embrasse si fort, mon cher papa, qui m'a appris le courage. Au milieu de tes folies, de tes maladies, tu as toujours été d'un incroyable courage. Encore une fois, j'aimerais tant te voir, juste te voir. Je n'arrive pas à me résoudre au fait que c'est impossible. Pour moi, ceux que j'aime
ne sont jamais morts. Ah, ce n'est pas une rigolade. C'est pas pour faire bien. C'est vrai. J'aime tant les fantômes. Voilà une de ses lettres. Donc, de son livre Bonjour pas, lettre au fantôme de mon père, que j'ai beaucoup aimé. J'espère avoir partagé avec vous. Lettre d'actualité, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, des réactions, les autres, hein, si vous voulez dire quelques mots. Oui, j'ai beaucoup aimé le passage de la délation. C'est exactement ce que moi j'ai ressenti il y a quelques temps, et parce que je ne suis pas de la génération à avoir vécu la guerre. Hein. Moi non plus. Non, mais je veux dire, je l'ai écouté au travers de récits et de l'école, comme on dit. Mais pour moi, dans mon esprit, quand j'ai étudié cette période-là, j'étais vraiment persuadée. Mais alors, j'aurais donné mes mains à couper que plus jamais ça n'arriverait, parce qu'on avait les témoignages, on savait ce qui était arrivé, et donc c'était fini, quoi. Cette période-là n'existerait plus jamais. Et il y a quelques mois, donc je suis tombée de 10 étages parce que je m'en suis rendu compte, et ça m'a brisée, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. On n'a rien compris. Oui. Alors pourquoi? Qui fait ça? Pourquoi? Comment? À quel moment? Parce que encore, il y a une époque, il y avait encore des choses, on sauvait un enfant, on voulait, enfin, il y avait toujours matière, on voulait manger, on pouvait comprendre, enfin, on pouvait relativiser et comprendre certaines fois, certaines délations, pas toutes, mais certaines. Là, il n'y en a aucune. Il n'y a aucune excuse, il n'y a rien. Et ça me rend aussi malade que l'autrice, que celle qui a écrit cette lettre. Oui, mais c'est vrai que c'est très affligeant, c'est très, très affectant. Alors que parallèlement à ça, il y a eu des belles choses pendant ces confinements, entre autres de solidarité entre voisins, de faire des courses, de faire ceci, de faire cela. Il y a eu des beaux gestes qui ont été complètement, pour moi, gâchés par tout ce système de délation, et puis de jouer sur la peur, et puis de faire culpabiliser les autres. Parce que, oui, ils prennent des précautions, mais ils essayent de vivre, comme on le fait là ce soir, tous ensemble. Voilà, non, c'est culpabiliser parce que nous essayons de vivre et de perpétuer de l'art que nous aimons. Je pense qu'on a le droit. Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, dans cette lettre, c'est que on revit des choses qu'on a tous vécues, ce sort de confinement avec cette séparation et les tentatives désespérées de recréer des liens, quoi. Et je trouve, à travers ces mots du quotidien, on voit comment on essaie de tisser. C'était assez... en t'écoutant, Bernard, j'étais en train de me souvenir comment ça s'était passé au mois de mars et avril l'année dernière, quoi. C'était marrant, j'avais les sensations qui revenaient, quoi. Moi, j'ai un petit-fils qui est né début mars, il habite pas tout près, donc j'ai pu aller le voir qu'au mois de juin. Et donc, j'imaginais un enfant que j'avais pas vu, quoi. Alors, c'est con parce que c'est les 15 premiers jours que c'est sympa à voir. Bon, après aussi, hein. Mais du coup, j'en vivais ça, cette distance-là, et tous les moyens qu'on a pu trouver pour trouver des rapprochements. Enfin, c'est des trucs, des fois à la con, des trucs idiots, un petit bout de vidéo, ou un petit mot. Et je trouve que la simplicité du courrier est intéressante pour ça. Enfin, l'écriture simple est vraiment intéressante. Tout à fait. Et puis, pour continuer dans ton illustration, c'est vrai que l'être humain a fait appel à toutes ses énergies pour essayer de reconstruire quelque chose. La FFTA, Jean-Claude en fait partie largement, puisque voilà, on est en visio, nous sommes en visio, nous essayons de faire quelque chose ensemble à travers des textes, à travers voilà, ce monde de la culture qui nous est cher et qui fait partie moi, de mes racines et de ma culture. Voilà, donc chacun essaye de trouver quelque chose. Ça, voilà, si Roselyne pouvait écouter l'émission. Une certaine résilience. Oui. Une certaine résilience. Oui. Je vais vous proposer de passer à la lecture suivante, voilà, pour garder quand même du temps pour les lectures à propos. C'est bien hein, qu'on puisse échanger après, etc. Mais voilà. Donc, je vais proposer à Brigitte, de l'Instant T en Isère, de nous dire ce qu'elle a choisi comme lecture, de quel auteur, et puis on va y aller. Alors, moi, bonsoir à tous, d'abord.
Bonsoir, Brigitte. Voilà. Moi, j'ai choisi un texte, quand j'ai monté la compagnie, j'ai créé un spectacle qui s'appelait Symphonie théâtrale et qui était issu de lecture de nouvelles d'un jeune écrivain que je connais bien et qui avait été édité. Ce sont des textes tous… alors, Bernard, on va se retrouver un petit peu parce que dans ce qu'on a dit un petit peu. Hein. Ce texte, il a été écrit dans les années, on va dire que, je ne sais pas s'il m'entend parce que je lui ai dit qu'on passait sur Facebook ce soir, dans les, on va dire 95, 2000, il a été édité en 2012. Et ça s'appelle La politesse du désespoir. Mais c'est peut-être pas si désespérant que ça. Alors, je vais commencer la lecture. Régulièrement, M. Tournier et M. Moll se croisaient sur le palier lorsqu'ils partaient au travail. Aux environs de 8h moins le quart, la veilleuse du couloir brillant encore faiblement, ils se saluaient en se serrant la main. « Bonjour, M. Moll, ça va ?» Ce à quoi l'autre répondait, ma foi, M. Tournier et vous. Et c'était tout. Leurs échanges, pourrait-on dire, se résumaient à cette série de politesses conventionnelles, sans autre souci d'autrui que celui de le laisser paraître. Aucun des deux ne connaissait rien de l'autre, que ce fût d'un point de vue social, familial ou professionnel. Et c'était bien comme ça. Cette situation, comme somme toute assez classique, aurait pu se poursuivre comme cela éternellement jusqu'à ce qu'un matin, coupant court à la traditionnelle question, l'un des deux osa répondre que non. Cela n'allait pas si bien que ça, justement. Il s'agissait de M. Moll, celui des deux qui habitait dans le fond du couloir, porte droite. La réflexion, il faut l'avouer, tomba comme un boulet dans la cage d'escalier. Tout à coup, 2 années de litanie protocolaire venaient de prendre fin. M. Tournier fut bien embêté. Il n'avait pas vraiment le temps ce matin-là, il avait un important rendez-vous. Et le fait que son voisin eût choisi ce jour pour avoir des problèmes ne l'arrangeait pas précisément. D'un autre côté, la bienséance, voire une certaine notion de correction élémentaire, au regard de leur relation de si longue date, l'obligeait à s'enquérir de ce qui n'allait pas. « Allons bon, monsieur Moll, demanda-t-il en s'effaçant pour le laisser passer dans l'ascenseur, que vous arrive-t-il ce matin ?» Ah, monsieur Moll ne se fit pas prier. Il s'engouffra dans la brèche comme un voleur et se mit à parler de sa belle-sœur, Madame Moll, qui souffrait depuis quelques mois d'une hernie discale, quelque chose de terrible qui l'empêchait pratiquement de dormir. Et cela l'obligeait à aller lui rendre visite presque tous les jours, parce que son mari, son frère donc, ne semblait pas vouloir lever le petit doigt. Monsieur Tournier fronça les sourcils d'un air contrarié. Pourquoi son voisin lui parlait-il ainsi? À dire vrai, il ne se connaissait guère. Il se saluait seulement tous les matins en bon voisin. Une oreille attentive aux confessions ne lui donnait cependant pas le droit de se répandre de la sorte. L'autre poursuivait. Et tout ceci ne serait rien si elle s'entendait avec son mari, mon propre frère. Mais ils ne peuvent pas se voir en peinture. Et cette situation fait que je vais être obligée de m'occuper de ses affaires à sa place, puisqu'elle ne peut pas se déplacer. Je vous laisse imaginer le tableau. Son mari en procès avec ma belle-sœur, pour une histoire de litige patrimonial, et moi qui suis obligée de prendre sa défense contre mon propre frère au tribunal. Mais non, mais a-t-on déjà inventé quelque chose de plus sordide? L'arrivée de l'ascenseur au rez-de-chaussée offrit une bouffée d'air à monsieur Tournier. Eh bien, j'espère que ça va s'arranger, fit-il en s'extirpant de la cabine, et que votre frère, enfin, je veux dire que votre belle-sœur va se rétablir. Il sentait bien cependant combien pauvre était cette répartie face aux déconvenues de M. Moll et combien pauvre en conséquence était leur relation depuis toujours. Le lendemain matin, lorsqu'il croisa de nouveau M. Moll sur le palier, M. Tournier se sentit obligé de demander des nouvelles. « Eh bien, je suis content que vous me le demandiez, » répondit M. Moll, « parce que les choses ne se sont pas précisément arrangées, figurez-vous. Et de lui servir plus ou moins la même soupe que la veille.
Monsieur Tournier froncera de nouveau les sourcils, mais son voisin n'essayait-il pas de profiter un peu de la situation? Car enfin, cette histoire de belle-sœur surgissait comme d'un chapeau. Et il semblait tout de même bizarre, surtout si elle lui posait tant de problèmes, qu'il ne lui en ait pas parlé auparavant. Il n'était cependant pas assez impliqué dans cette affaire pour s'en soucier. Ce trajet déjà lui semblait bien long à présent qu'il avait pris l'habitude de le faire avec son voisin. Il avait l'impression que les 9 étages qui les séparaient du rez-de-chaussée étaient beaucoup plus nombreux. C'était comme s'il pouvait les énumérer dans son esprit. 9, 8, 7, 6, 5. Et cela l'ennuyait d'autant plus que cette histoire connaissait maintenant qu'il était obligé de s'y intéresser. D'amples dérivations, procès en appel, contre-attaque du procureur, preuve de non-déposition. Déposés par un tiers, les développements de jour en jour étaient exponentiels et les interminables circonvolutions qui prenaient l'affaire suggéraient de multiples embranchements qu'aurait pu emprunter l'ascenseur à l'intérieur de l'immeuble, à l'image d'un serpent de jeu électronique géant qui saurait tracer son chemin dans les méandres du bâtiment. S'il n'ignorait pas que son voisin brodait peut-être pour le plaisir, M. Tournier ne pouvait pas nier qu'il semblait dans le beau drap. Son procès n'en finissait pas. Il n'était pas non plus directement impliqué dans cette affaire, puisque c'était sa belle-sœur qui en était victime, tandis que son frère ne faisait rien. Tout de même, osa-t-il lui dire un jour, tandis qu'il avait l'impression de vivre un véritable enfer, depuis qu'il était entré dans l'ascenseur, « Vous exagérez pas un peu, n'est-ce pas ?» « Si j'exagère, lui avait alors répondu l'autre en montant sur ses grands chevaux. Ah, mais vous allez voir si j'exagère. Il l'avait alors gratifié d'un rebondissement des plus scabreux sur les complications de la hernie qui lui avait laissé son voisin plus ou moins pétrifié dans un coin de cabine. De jour en jour, ou plutôt d'extrapolation en extrapolation, M. Tournier en arrivait à se méfier. Plusieurs histoires lui avaient mis la puce à l'oreille. La femme de M. Moll, par exemple, censée être également la belle-sœur de ce fameux couple qui s'entre-déchirait au tribunal, semblait bizarrement absent de cette affaire. Quant à cette fantastique histoire de démêlés juridiques, elle accusait de jour en jour des péripéties de plus en plus rocambolesques. La belle-sœur gagna en première instance, le frère se pourvut en appel, par là même le pauvre M. Moll se retrouva obligé de témoigner une seconde fois contre son frère, mais il se vit opposé par ce dernier à un vice de procédure, et ce qui signifiait, juridiquement parlant, qu'il risquait de se retrouver lui aussi attaqué, mais en tant que tiers, pour non-assistance en personne en danger. Finalement, l'histoire prit de telles proportions que M. Tournier vint à ne plus la supporter. Il se mit à fuir son voisin. Il ne voulait plus le voir, ni avoir à entendre ces interminables histoires de procédures judiciaires, ces interminables histoires de procédures judiciaires. Aussitôt que l'occasion lui était donnée, il s'arrangeait pour ne pas avoir à le croiser, ni à sortir en même temps que lui. Il aurait été capable de monter à pied les 9 étages qui les séparaient du rez-de-chaussée, plutôt que d'avoir à l'écouter. Monsieur Moll, évidemment, s'en rendit compte. Mais que pouvait-il faire? Il n'allait pas non plus aller frapper à sa porte de son voisin pour continuer à lui parler. C'eût été mal poli. De temps en autre, il pouvait bien faire semblant de patienter dans le couloir, histoire de voir si M. Tournier allait finir par sortir et montrer un peu de sollicitude, mais M. Tournier ne sortait pas. Il se tenait bien droit, derrière son lit, et le regardait aller venir dans l'œillet de la porte d'un air apitoyé. Mais comment pouvait-on être un tel pot de colle? Le temps passa. Les relations de M. Tournier et de M. Moll tendirent à s'espacer. Elles n'en gardaient pas moins cette texture serrée que leur avait fait prendre M. Moll, tournant toutes désormais autour de cette histoire de litige juridique. Désormais, quand il leur arrivait encore de se croiser, M. Tournier l'écoutait avec un air distant, prenant l'expression de recul effarouché de celui qui n'apprécie guère que l'on empiète sur ses plates-bandes de bon matin. S'ils se rencontraient dans le hall d'entrée, il faisait mine de ne pas le voir, ou bien gagner en grande hâte la plus proche sortie. Il semblait bien ainsi que M. Moll et M. Tournier ne fussent plus guère amenés à se parler, ce qui était, après tout, rien que de très normal au regard de la relation de voisinage en général.
Quelquefois, il arrivait à M. Tournier d'éprouver quelques remords. Comment ce type avait-il fait pour s'attirer tellement de problèmes? Cette histoire de démêler avec son frère et sa belle-sœur au tribunal semblait tout de même insurpassable. Il ne pouvait pas s'empêcher de se dire qu'elle ne pouvait pas lui avoir posé autant de tracas qu'il le prétendait. En même temps, il ne pouvait pas non plus s'y intéresser plus que cela, c'eût été déraisonnable. Et surtout maintenant qu'il avait choisi de prendre ses distances. Pourtant, M. Tournier se sentait gagné par une sorte de sollicitude. Il se demandait si M. Moll aidait toujours sa belle-sœur. C'était une question de charité humaine. Elle avait l'air tellement dans le pétrin avec son ex-mari qui ne l'aidait plus. Ils étaient sur le point même de divorcer, qu'elle devait réellement avoir besoin de quelqu'un. De jour en jour, M. Tournier se vit gagné par leur ressentiment. Et si cette pauvre femme n'avait eu que M. Moll pour l'assister, rien que d'y penser, la chose le consternait. Que pouvait-il y avoir de pire, en effet, que de devoir s'en remettre à un incurable bavard comme M. Moll pour s'occuper de ses affaires? On devait avoir l'impression qu'il n'allait faire que cela, ou pire encore, qu'il allait en parler avec tous ses voisins. Sa décision fut prise. Un soir, il sortit un peu plus tôt que d'habitude de son travail et passa à côté de l'hôpital de région où il savait que la belle-sœur de Moll était soignée. Au point où il en était, c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, court-circuiter leurs relations et voir ce qu'il serait possible de faire concrètement. Ce serait également le moyen de montrer à son voisin qu'il n'était pas complètement indifférent à son cas, sans avoir à subir ses interminables élucubrations sur le sujet. Mais sur place, à l'hôpital, il se vit répondre par la charmante hôtesse qu'aucun cas de hernie discale n'avait été recensé ces derniers temps. Il avait dû se tromper. Monsieur Tournier sortit de l'hôpital dubitatif. Il ne pouvait pas se tromper, il l'avait entendu des dizaines de fois, le nom de cet hôpital. Il contacta différents hôpitaux de la région, il téléphona au centre de soins, mais nulle part il n'obtint de réponse positive. Aucun cas de nom de Madame Moll n'était à déplorer ces derniers mois. Alors quoi? Songea M. Tournier. M. Moll lui aurait-il menti? Le soir même, il s'en alla sonner à la porte de son voisin, histoire de percer ce petit mystère à jour, et personne ne lui répondit. Cela l'étonna d'autant plus que, dans son souvenir, M. Moll revenait tôt de son travail, tandis que sa femme infirmière travaillait de nuit. Encore une question sans réponse, se fit M. Tournier en retournant chez lui préoccupé. Le lendemain, il appela tous les tribunaux de la région pour en avoir le cœur net et retrouver la trace d'une éventuelle affaire Moll qui aurait opposé son frère à sa belle-sœur. Mais à nouveau, il se vit répondre qu'aucune affaire de ce nom n'avait entaché les minutes du tribunal. L'affaire M. et Mme Moll n'avait, semble-t-il, jamais existé. M. Tournier reposa le combiné. Qu'est-ce que cela voulait dire? Ce que lui avait raconté M. Moll était-il faux? Depuis le début, plus opiniâtre, cette fois, il alla frapper à la porte, exigeant que l'un ou l'autre vienne lui ouvrir. Monsieur ou Mme Moll, qu'importe. Mais qu'au moins on lui réponde. De réchef, personne ne lui ouvrit. Il s'apprêtait à repartir furieux lorsqu'il remarqua une petite enveloppe avait été glissée sous le paillasson. C'était un courrier de convocation pour conciliation au tribunal de grande instance de la part de Madame Moll. Ainsi donc, se dit M. Tournier en le découvrant, il y avait bel et bien une affaire Moll, mais pas du tout ce qu'il croyait. Monsieur et Madame Moll étaient sur le point de divorcer. Et c'était même Madame Moll qui en avait fait manifestement la demande, à en juger par la date et le cachet du courrier. Elle n'habitait pas plus ici. M. Tournier retourna chez lui, pensif. M. Moll avait donc tout inventé. Non seulement sa belle-sœur, son frère, mais également cette affaire de démêlé juridique. Comment était-ce imaginable? Sa souffrance était-elle devenue telle après le départ de sa femme qu'il avait eu besoin de recréer toute cette histoire pour s'imaginer peut-être vivre encore intensément et attirer l'attention de son voisin? Ce soir-là, M. Tournier décida de tout raconter à sa femme, à qui il avait plus ou moins tu le déroulement de cette affaire depuis le début. Elle n'en revint pas à son tour. « C'est incroyable, fit-elle en accusant le coup. Et tu crois qu'il aurait inventé cela pour attirer ton attention? Parce que depuis des années, vous vous croisiez sans vous parler. » « Je n'en sais rien, lui répondit son mari d'un ton affable.
On ne peut jamais savoir ce qui, de la souffrance ou de l'isolement, l'a le plus motivé. Depuis tout ce temps qu'on se disait bonjour sans rien se dire, peut-être a-t-il voulu lui donner une leçon. Mais alors, sa femme lui répondit que M. Moll devait avoir beaucoup souffert pour inventer de pareilles histoires et que c'était une preuve d'égard de sa part que de ne pas s'être épanché directement sur ses souffrances. On raconte quelquefois, conclut-il après un temps de silence, que l'humour, c'est la politesse du désespoir. Eh bien, moi je me demande si ce n'est pas plutôt qu'a fait notre voisin. La politesse du désespoir, c'est de ne pas avoir accaparé trop ton attention en tant que voisin et de s'être déchargé sur des affabulations pour ne pas te mettre dans l'embarras avec ses propres problèmes. Voilà. Très bien. Bien, merci Brigitte. C'est une histoire bizarre hein, quand même. C'est un petit peu comme, enfin toi tu connais Symphonie théâtrale puisqu'on a joué à Festhéâtre, donc c'est toutes des nouvelles qui sont très très particulières. Elles sont presque en suspense et puis à la fin, bien bon bah vous en pensez ce que vous en voulez. C'est vrai que c'est laisser au spectateur partir dans son imaginaire. Et c'est vrai que pourtant, ça a été écrit il y a presque, on va dire, plus de 15 ans. Je trouve que c'est toujours d'actualité, encore peut-être plus maintenant, parce que chacun s'épanche peut-être sur les voisinages. Enfin, je pense que c'est… enfin, il m'a paru très d'actualité, malgré qu'il soit écrit depuis 15 ans. Voilà. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire partager ce texte, que j'aime beaucoup. Je pense qu'avec le développement des réseaux sociaux, la situation est peut-être un petit peu différente d'il y a 15 ans. Est-ce qu'il ne se serait pas épanché sur les réseaux sociaux bon, voilà, tout est imaginable, quoi, plutôt qu'auprès de son voisin. Voilà. Quelques mots à dire les uns les autres? On passe à la lecture suivante. On connaît Bien, peut-être… on va pouvoir écouter Fabienne, alors, d'Artea. Dominique voulait dire quelque chose, j'ai l'impression. Voilà. Dire, on connaît peut-être tous une voisine ou un voisin qui a besoin aussi de parler parce qu'il voit peut-être un peu moins de monde. Voilà. Alors moi, je vis ce genre de scène, mais enfin, avant le confinement, quand j'allais faire mes courses, les personnes effectivement un petit peu seules et qui racontent comme ça, qui vous arrêtent et puis qui racontent un peu leur… ouais, c'est vrai. Ça arrive. Donc, j'ai beaucoup de tendresse, moi, pour ça. Ça ne me pose pas de problème. Je me dis… Alors, c'est sûr que là, l'aventure, tous les jours, je ne suis pas certaine. Mais, oui, voilà. L'histoire est coton, là, quand même. Hein. Là, il en rajoute. Ça devient peu, en fait. La fabulation, mais bon, c'était une sorte peut-être de pudeur pour raconter ses propres problèmes qu'il n'arrivait pas. Parce que les gens c'est vrai, quand on rencontre souvent des gens, ils parlent, ils s'épanchent un peu, mais bon, des fois, ils ne veulent pas dire vraiment la vérité. Donc, ils affabulent un petit peu soit pour attirer l'attention, et puis par une sorte de pudeur aussi. Parce que de ne pas vraiment dire sa propre situation de désespoir ou de problématique, quoi. Voilà, c'est ça. Ça m'a fait penser un petit peu à ça et j'ai beaucoup aimé ce texte. Voilà, j'ai eu envie de le faire partager. Maintenant, je vous laisse. Très bien, ben merci. Merci Brigitte, c'était un bon moment. Ben, Fabienne, si tu veux nous parler de ce que tu vas nous lire, nous dire… Alors, ce soir, c'est un texte son titre, son auteur. D'une personne que j'ai rencontrée par les réseaux sociaux il y a quelques années, enfin il y a 5-6 ans maintenant. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée et qui s'appelle Ligan Moutonpolis, veuillez m'excuser, et qui effectivement, on avait beaucoup d'échanges écrits et j'appréciais sa façon d'écrire. Et un jour, j'ai découvert qu'elle avait écrit un livre. Donc, j'étais très étonnée. Et elle s'était autoproduite avec des livres. Et du coup, je l'ai acheté. Et j'ai adoré ce qu'elle avait écrit. C'était des petites nouvelles, des petites histoires.
Et notamment, celui que je vais vous lire ce soir lui a été inspiré par cette image-là. Voilà. C'est une création de sa cousine qui est Amélie San. Voilà. Et elle a écrit son histoire suite à cette création. Pardon. Donc, je vais vous lire ça. La coiffe. Yeux mi-clos, elle se remémorait avec précision le moment où tout avait basculé. Ajustant l'hiver sur ses cheveux relevés en chignon, prête à braver la neige et la glace, elle sortit. Son imposante coiffe changeait de couleur, de forme, de texture selon ses pensées, ses idées et ses états d'âme. Chaque imperceptible détail se répercutait et modifiait l'environnement ou l'ambiance. C'était selon. Elle cherchait à se réchauffer. Nul n'aurait su dire pourquoi elle ressentait la température. C'était un défaut de conception, aucun doute là-dessus. Accélérant son allure sans pour autant cesser de respirer calmement, elle bifurqua vers l'étang. L'eau gelée formait le miroir dont elle avait besoin pour se voir. Le miroir classique était trop manufacturé pour lui restituer une image fidèle d'elle-même. À genoux, elle posa ses avant-bras sur la pellicule de neige et entreprit de lisser la glace afin d'apercevoir son reflet. Enfin. L'hiver glissa un peu en avant sur son front. Elle n'y prit pas garde. Le paysage s'assombrit et les êtres vivants alentour furent soudain sur le qui-vive. Elle s'appliquait à polir la surface de l'étang, concentrée sur la douleur de ses doigts engourdis par le gel. Prenant son courage à deux mains, elle ferma les yeux un court instant avant de regarder l'image. Elle frémit, puis sourit tristement. 2 larmes perlèrent. L'hiver tomba au sol dans un fracas assourdissant et un chaos de composants désolidarisés les uns des autres. La fin était proche. Elle l'avait toujours su. Se relevant avec difficulté, tête nue, frissonnant légèrement, elle rentra directement, prit un bain chaud, se changea et se recoiffa. Sa nouvelle coiffe était là, neuve, vierge de ressenti, resplendissante de promesses de vie, irradiant d'une douce chaleur, imaginée et créée avec soin, juste pour elle. Un léger sourire sur les lèvres, avec 1000 précautions, elle installa le printemps sur sa tête. Le photographe capta l'instant et fut instantanément désintégré. Personne ne devait regarder la saison de façon aussi intime. Sympa. J'aime beaucoup et c'est vraiment une auteure qui m'a beaucoup touchée. Elle a écrit 2 livres qui s'appellent Instantané et Momentané. Instantané, momentané. Et vraiment, elle a un don pour l'écriture. Moi, j'aime beaucoup. Elle m'a expliqué comment elle était venue à l'écriture. Effectivement, elle a toujours écrit. Et sa maman, un jour, elle a fait un jeu de rôle et elle a incarné une louve. Et sa maman l'a poussée un peu sur l'écriture. Et du coup, elle a écrit une magnifique histoire de louve. C'est un de mes textes préférés, mais qui était malheureusement trop long pour pouvoir le lire. Parce que j'adore les loups en plus. Et elle a écrit une merveilleuse histoire d'amour entre 2 loups. Et elle adore dire qu'elle elle aime écrire des textes qui sont des morceaux d'histoire. Elle n'a pas besoin de mettre en place une intrigue. On est dedans. Et point. Elle ne veut pas écrire non plus de fin quelque part parce qu'elle estime que les personnes doivent créer leur fin comme ils le souhaitent.
Voilà, elle a cette façon d'écrire. Et moi, j'aime bien parce qu'effectivement, à chaque fois, c'est des bouts de vie. Quand on rentre dans ces histoires, on rentre dans un instant de vie. Comme si qu'on… Moi, ça me rappelle mes premiers cours de théâtre où ma prof m'avait dit, quand quelqu'un vient s'asseoir et regarde un spectacle, on ouvre le rideau et c'est comme si on allait voir au travers d'une fenêtre, on regardait, voilà. C'est un instant T, c'est un moment. Voilà. Et ben là, ces histoires, c'est ça. C'est pour ça que ça me rapproche du théâtre, parce que c'est des instants T. Elle écrit de façon à ce qu'on rentre directement et hop, on en sort. Et avec poésie, avec sentiment. Voilà. Donc, j'aime beaucoup la coiffe parce que ça amène tant sur la fin de vie, les saisons. Alors, j'ai voulu quand même son explication parce que j'avais un peu peur par rapport à mon propre ressenti. J'avais à peu près raison, sauf sur effectivement sa fin, qui dit que la mort du photographe est plutôt faite pour dire qu'il n'y aura pas de suite visible. On est entré dans les coulisses d'une année et on n'aura pas su du coup, y aura-t-il une autre saison après? Voilà. Donc, j'avais envie de vous partager ça ce soir. Ouais, merci bien pour mon moment aussi. Et bien, nous allons laisser la parole à quelqu'un que je connais bien. Donc, Dominique de la compagnie Atome Scénique dans l'Isère, nous dire le titre du texte que tu as choisi, son auteur. Et puis… Voilà, donc moi je vais lire un extrait du livre de Alessandro Baricco, Novecento. C'est un marin appelé Danny Boonman qui l'avait trouvé. Il le trouva un matin, alors que tout le monde était déjà descendu à Boston. Il le trouva dans une boîte en carton. Il devait avoir dans les 10 jours, guère plus. Il ne pleurait même pas. Il restait là sans faire de bruit, les yeux ouverts dans sa grande boîte. Quelqu'un l'avait laissé dans la salle de bal des premières classes, sur le piano. Mais il n'avait pas l'air d'un nouveau-né de première classe. C'est les émigrants qui font ça en général. Ils accouchent à la sauvette, quelque part sur le pont, et ils laissent le gosse là. Pas qu'il soit méchant, non, mais c'est la misère noire. Un peu comme pour leurs habits. Ils montaient à bord avec des pantalons tout rapiécés au cul, chacun avec ses habits qui craquaient de partout, les seuls qu'ils possédaient. Mais à la fin, parce que l'Amérique restera toujours l'Amérique, tu les voyais descendre tous, bien habillés, avec même une cravate les hommes, et les enfants des genres de chemises blanches. Ça, ils savaient y faire. Pendant ces 20 jours de traversée, ça coupait, ça cousait. À la fin, sur le bateau, tu ne retrouvais même plus un rideau, plus un drap, rien. Il s'était fait le beau costume pour l'Amérique. Et à toute la famille. Tu ne pouvais rien leur dire. Bref, de temps en temps, il leur arrivait aussi par là-dessus un mouflet. Autrement dit, une bouche de plus à nourrir pour un émigrant et un sacré paquet d'ennuis à l'office de l'immigration. Alors, il le laissait sur le bateau. En échange des rideaux et des draps, quoi. C'est ce qui avait dû arriver pour ce mouflet-là. Il s'était fait le raisonnement, si on le laisse sur le piano à queue, dans la salle de bal des premières, peut-être qu'un rupin va le prendre et qu'il sera heureux toute sa vie. C'était un bon plan, qui marcha à moitié. Rupin, il ne le fut pas, mais pianiste, oui. Et le plus grand. Je le jure, le plus grand. Bon, bref, le vieux Boonman le trouva là et chercha quelque chose disant qui il était, mais ne trouva qu'une inscription sur le carton de la boîte, imprimée à l'encre bleue, T.D. Limoni. Il y avait même une espèce de dessin avec un citron, bleu lui aussi. Danny, c'était un nègre de Philadelphie, un géant d'homme, magnifique à voir. Il prit le bébé dans ses bras et lui dit « Hello, Lemon !» Et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha, quelque chose comme la sensation
qu'il était devenu père. Cet enfant-là, il a commencé par lui donner le sien de nom, Danny Boonman, la seule vanité qu'il se soit jamais accordée. Puis il a ajouté T.D. Lemon, exactement comme c'était marqué sur la boîte en carton, parce qu'il disait que ça faisait bien d'avoir des lettres au milieu de son nom. Tous les avocats, ils en ont, confirma Bertie Boom, un machiniste qui avait fait de la prison grâce à un avocat qui s'appelait John P.T.K. Wonder. S'il fait avocat, je le tue, déclara le vieux Boonman. Mais lui laissa les 2 initiales à l'intérieur de son nom, ce qui donna Danny Boonman T.D. Lemon. C'était un beau nom. Ils se l'étudièrent un peu, en se le répétant à voix basse, le vieux Danny et les autres en bas dans la salle des machines, mais les machines éteintes, tout ça trempant dans l'eau du port de Boston. Un beau nom, finit par dire le vieux Boonman. Mais il lui manque quelque chose. Il lui manque un grand final. C'était vrai. Il lui manquait un grand final. On n'a qu'à ajouter mardi, dit Sam Stool, qui était serveur. Tu l'as trouvé un mardi, t'as qu'à l'appeler mardi. Danny réfléchit un peu, puis il sourit. C'est une bonne idée, Sam. Je l'ai trouvé la première année de ce foutu nouveau siècle, non? On va l'appeler Novecento, 1900. Novecento? Novecento, 1900? Mais c'est un chiffre. C'était un chiffre. Danny, à partir de maintenant, c'est un nom. Danny Boonman, T.D. Lemon, Novecento. C'est parfait, c'est magnifique. Un sacré grand nom, Christ. Vraiment un grand nom. Il ira loin avec un nom comme ça. Ils se penchèrent sur la boîte en carton. Danny Boonman, T.D. Lemon, Novecento les regarda et sourit. Ils en restèrent baba. Ils n'auraient jamais cru qu'un môme aussi petit puisse faire autant de merde. Danny Boonman resta encore marin pendant 8 ans, 2 mois et 11 jours. Puis, pendant une tempête, au beau milieu de l'océan, il se prit en plein dos une poulie devenue folle. Il mit 3 jours à mourir. Et c'est ainsi que, brusquement, Novecento devint orphelin pour la seconde fois. Il avait 8 ans, et derrière lui, déjà une cinquantaine d'allers-retours Europe-Amérique. Sa maison, c'était l'océan. Quant à la terre, eh bien, il n'y avait jamais posé le pied. Il l'avait aperçu, bien sûr, depuis les ports, mais descendre, jamais. Il faut dire que Danny avait peur qu'on le lui prenne, avec les histoires de papiers et de visa, ce genre de choses. À l'arrivée à Southampton, à la fin de la traversée pendant laquelle Danny était mort, le capitaine décida qu'il était temps de mettre fin à cette plaisanterie. Il convoqua les autorités portuaires et demanda à son second d'aller chercher Novecento. Eh bien, jamais le second ne put le trouver. Ils le cherchèrent dans tout le bateau pendant 2 jours. Rien. Il avait disparu. Cette histoire, personne ne la digérait vraiment, parce qu'il s'y était habitué à ce gamin, finalement sur le Virginian, et personne n'osait en parler, mais c'est vite fait de se jeter du haut de la rambarde, et la mer, elle fait ce qu'elle veut, et si bien qu'ils avaient tous la mort dans l'âme quand le bateau est reparti 22 jours plus tard pour Rio de Janeiro, sans que Novecento soit réapparu et sans aucune nouvelle de lui. Comme chaque fois, au moment du départ, les serpentins, les sirènes, les feux d'artifice, mais cette fois-là, c'était différent. Il perdait Novecento et c'était pour toujours. Quelque chose leur grignotait le sourire. À eux tous, ça les mordait à l'intérieur. La seconde nuit de la traversée,
alors qu'on ne voyait même plus les lumières de la côte irlandaise, Barry, le maître d'équipage, entra comme un fou dans la cabine du commandant et le réveilla en disant qu'il fallait absolument qu'il vienne voir. Le commandant jura, mais à la voix. Salle de bal des premières, lumières éteintes, silhouettes en pyjama, debout à l'entrée, passagers tirés de leur cabine, et aussi des marins, et 3 gars tout noirs montés de la salle des machines, et même Truman le radio. Silencieux, tous à regarder Novecento. Il était assis sur le tabouret du piano, les jambes pendantes, elles ne touchaient même pas le sol, et aussi vrai que Dieu est vrai, il était en train de jouer. Il avait 27 ans à l'époque quand je l'ai connu, mais il paraissait plus âgé. Je le connaissais à peine. On avait joué ensemble dans l'orchestre pendant ces 4 jours, mais c'était tout. Je ne savais même pas où était sa cabine. Bien sûr, les autres m'avaient un peu parlé de lui. Il racontait des drôles de choses. Il disait « Novecento, il n'est jamais descendu. Il est né sur le bateau et depuis il y est resté toujours. 27 ans sans mettre pied à terre, je crois. » Bon, 27 ans, dit comme ça avait tout l'air d'une craque monumentale. Il disait aussi qu'il jouait une musique qui n'existait pas. Moi, ce que je savais, c'était que chaque fois qu'on s'apprêtait à jouer dans la salle de bal, Fritz Hermann, un blanc qui ne comprenait rien à la musique, mais qui avait une belle gueule, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dirigeait l'orchestre, s'approchait de lui et lui disait tout bas « Novecento, hein, s'il te plaît, que les notes normales, hein, d'accord ?» Novecento faisait oui de la tête et il jouait les notes normales, en regardant fixement devant lui. Jamais un regard pour ses mains, comme s'il était complètement ailleurs. Maintenant, je le sais qu'il y était ailleurs. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Je le trouvais un peu bizarre, c'est tout. Voilà un extrait de Novecento. Et donc, j'ai choisi Novecento d'Alessandro Baricco parce que j'avais trouvé, je l'avais vu en spectacle et j'ai dû lire le roman qui est plutôt un monologue après. Et en fait, j'ai trouvé l'histoire originale d'un enfant né sur un paquebot qui relie l'Europe à l'Amérique et qui ne descendra jamais du paquebot jusqu'au temps qu'il meurt à 37 ans. Et en même temps, il écrit bien hein, quand même. Alessandro Baricco, il a une écriture. Et j'ai trouvé le livre poétique, mais toujours avec un brin avec de l'humour quand même. Hein. Il distille de l'humour dans ce livre. C'est une super écriture, Baricco. Et voilà. C'était très beau. Très beau texte. Il a écrit un autre roman qui est beaucoup, je pense, beaucoup plus connu du grand public, qui est Soi. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Non, c'est bien. C'est vrai que de voir Novecento sur scène, c'est ça aussi une autre ampleur, parce qu'il y a bien souvent, ça dépend des mises en scène aussi, mais il y a bien souvent de la musique avec, hein, et il peut y avoir un musicien qui est avec. C'est vrai que c'est assez magique quoi, comme histoire. Donc voilà, c'était pour donner envie de lire le livre. C'est réussi. Donc c'est pas une pièce facile à jouer par contre. Hein, c'est tout seul. Voilà, faut avoir la bouteille, je pense. Hein.
on va passer à notre dernier lecteur de la soirée, qui est Pascal Mouchard, donc de la compagnie Arrive, donc qui est dans l'Isère. Donc Pascal, que nous as-tu choisi aujourd'hui? Alors, comme la semaine dernière, je suis revenu un petit peu en enfance, en adolescence. J'avais récupéré un texte donc d'un clown québécois qui s'appelle Marc Favreau, parce qu'il est décédé il y a une dizaine d'années, et qui campait un personnage qui s'appelle Sol, qui est un clown clochard, et qui parle sur le monde, enfin sur tout ce qui l'entoure, avec des déformations, avec une sorte de dyslexie. Voilà. Et donc j'ai choisi Le Fier-Monde, parce que c'est un truc que j'avais récupéré quand j'étais lycéen, que je m'intéressais au théâtre sur un vieux 33 tours, et j'ai trouvé ça génial, et j'avais pas mis le nez dedans depuis je sais pas combien d'années, et voilà, grâce à vous, j'y suis revenu, donc je vais essayer de vous faire partager ça. Le Fier-Monde. Oh, il n'est pas si tant tellement grand le monde, hein. La Terre est grande, mais le monde est petit. D'abord, il faut savoir que la Terre c'est une boule, toute ronde, comme une pomme, sauf qu'elle n'a pas de queue. Bon, c'est pas grave qu'elle ait pas de queue, hein, mais c'est un petit peu embêtant pour nous parce qu'on ne peut jamais savoir quand elle est contente. En tout cas, elle est ronde, ça c'est sûr. Il y a des drôles qui la trouvent plate, mais c'est pas vrai. Il arrive tellement de choses sur la Terre qu'elle n'a pas le temps d'être plate. Il en arrive surtout du monde, tous les jours il en arrive. C'est pour ça qu'on voit plein de monde partout. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde se connaît. Ah non. C'est plus complexé que ça, hein, parce que la Terre, c'est comme une boule. Elle roule dans l'espace, elle tourne, chaque jour, elle fait le tour du monde. Et le monde, lui, il ne tourne pas. Il s'agitationne, il se bousculine, mais il ne tourne pas. Il ne tourne pas rond, ça c'est bien connu. Mais il n'est pas fou, le monde, il ne veut pas perdre la boule. Alors il reste à la même place. Seulement, comme il est innombreux, il est partout autour de la boule. Alors forcément, il y en a qui ont le dessus et d'autres qui ont le dessous. C'est ceux qui ont le dessus qui sont drôlement bien. C'est les États riches, les établis, les États bien, les États munis. À ceux-là, ils ont tout, ils manquent de rien. Et le reste, ils l'inventèrent. Oh, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer, ils s'invitationnent, ils sont toujours à table. Une belle grande instable, avec des pattes de velours couvertes d'une belle grande nappe monde, avec plein d'occidentelles partout. Ceux d'en dessous, alors là c'est pas pareil, hein. Surtout pour dormir. C'est pas commode, hein. C'est pas commode avec ceux d'en haut qui tapent sur leur tête. Ils n'arrêtent pas d'avoir la tête en bas, ceux d'en dessous. Alors quand ils veulent garder un pied sur terre, c'est toute une histoire. Mais ils restent là quand même, pas question de laisser tomber, parce qu'ils sont fiers. C'est le fier monde. Oh, il y en a qui disent, ouais, le fier monde, ça compte pas, il se passe rien. Ouh. Faut pas connaître le fier monde pour dire ça. Il s'en passe des choses. Surtout quand ceux d'en haut ont fini de manger et qu'ils secouillonnent la nappe monde. Ah, ils secouillonnent et les miettes se mettent à tomber. Et comme la terre est ronde, la plupart du temps, ça passe tout droit. Alors ceux d'en dessous, il s'en passe des choses. Il se passe de tout. Mais le fier monde, ça ne le dérange pas. Vraiment, il est habitouillé, il ne s'en fait pas. D'ailleurs, jamais il s'énervouille, jamais il est pressé, il déménage ses efforts, et pourtant, il arrive toujours à rejoindre les deux bambous. Il ne s'en fait pas, il sait vivre. Par exemple, le matin, quand il se lève, la première chose qu'il fait, sans se presser, il prend son café et il le plante. Pousse café, pousse, pousse. Ensuite, il prend sa canne à sucre et il s'en va au champ. Et là, il chante très complètement patient et curieux toute la journée, penché sur les petites plantes. Jamais pressé, le fier monde. C'est comme pour manger. Il peut attendre des mois et des mois. D'ailleurs, il ne mange presque pas. Hein. Il coupe le poivre en deux. Il met de l'eau dans son bain. Il fait la disette gentiment en famine. Ah, le fier monde, c'est la plus grande sobriété de consommation. Bien sûr, comme tout le monde, il ne veut pas manger toujours la même chose. Des fois, il veut changer de régime. Alors, il cherche un nouveau régime. Et même, il se casse la tête pour en trouver un. Oh, et quand il le trouve, c'est un solennel. En général, c'est toujours un solennel. Un bon grand solennel, très fort, très dynamite, qui arrive les bras chargés de bananes et qui met ses bananes au régime.
Et alors là, le fier monde est content, il jubilationne, il remercenaire le solennel, il se dévote pour lui. Et le solennel, c'est pas long, hein, il le prend, le vote, et avec lui, ça traîne pas. C'est toujours le vote à main armée. Et tout le monde est content, le fier monde retourne à son champ tout le jour, il passe le temps au coton, et le solennel, lui, il le passe au tabac. Attention, il ne faut pas croire, le fier monde ne se repose pas. Après manger, par exemple, il ne fait jamais la vaisselle, il fait seulement l'assiette. Il s'étend sous un grand napalmier ou un gros baobab et il fait l'assiette. Et comme il n'a pas besoin de brunir, eh ben, il se laisse griser. Il dordine. Et puis des fois, le soir, il veut s'abuser, alors il danse, il rit. Il aime ça rire. Il rit, il rit, il rit. Il se tornade de rire. Et quand arrive la Croix-Rouge, il est content parce qu'avec elle, il est sûr de se payer une panne de bon sang. Oh oui, 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 oui. Alors le fier monde, il sait vivre, hein, il sait s'abuser. Ah ben, il n'y a pas que lui, bien sûr. D'en haut aussi, ils s'abusent. Quand ils se font du visiting, c'est pour s'abuser. Ils se font des déceptions vermouilleuses. Ah ben, faut voir ça. Les premiers qui arrivent, c'est les embrassadeurs de bonne étreinte, qui se font les Jean-Gines de cosmopolitesse. Et puis, c'est les chefs des chefs, drôlement bons, qui pensent toujours aux autres, qui s'écoutent jamais, qui parlent avec leur monologue, qui se font des petites affaires étrangères dans des rencontres au sommeil, parce que l'ennui porte conseil. Des fois, les chefs, ils amènent leur technocrate. Ah, c'est gentil, un technocrate, mais ça dérange personne. Ça reste là, tout humide avec sa serviette et appuyé sur son dossier. Ça a toujours l'air dans la plus grande stupéfaction publique. Et ça bouge pas de peur de se mettre le doigt entre l'arabe et le corse. Et puis, quand ils veulent faire des cadeaux, les chefs, ils amènent des admirables et des généreux, qui se lancent des fleurs, des beaux grands dépôts de géranium enrichis. Et tout ce monde-là, ça bavaroise gentiment, ça psychose de guerre et paix, ça donne des incohérences de presse tout en grignotant une petite coalition à la bonne franquiste. Mais les plus belles déceptions, c'est les très énormes, les déceptions mondaines, quand tout le monde est là, quand toutes les inanitions unies sont là. Ça mange et ça documente. Il faut dire qu'ils sont là pour ça. Hein. Et puis il y a de quoi manger. Hein. La veille, ils ont fait leur marché en commun. Et la table est pleine, il y a des tonnes et des gloutonnes d'aliments pour tous les goûts. Des aliments de l'Ouest, des aliments de l'Est. Faut les voir alors se jeter sur la soupe comme des anthropotages. Et puis ils se rempiffrent avec la gelée latine. Et puis ils se nourrissonnent de yogourt slave. Et quand arrive le steak, le grand steak au Slovaque, là ils sont contents. C'est le plat de résistance. Ils se dardanellent dessus, ils le beefsteak, ils le vivisectionnent en tout petits moscovites qu'ils avalisent diplomatiques à toute vitesse. Et puis c'est la fricassée, qu'ils dévorationnent jusqu'au bout couscous, avec des petits points chauds, beaucoup de petits pigments et de réservements de Sahel. Et même après ça, ils ont encore faim. Alors faut les voir quand arrive le désert, un grand désert porté par des Arabes en espadrille de mystère. Un désert fabuliquement riche, servi dans une grande assiété multinationale. Un désert plein de mirages qui donne des Israélusions. Les Arabes avec leur désert, ils n'y vont pas de main morte. C'est riche. C'est 1230 cyprioches. Toutes les unes contre les autres, entourées de turqueries et arrosées de sirocco. C'est riche. Alors ils se goinfriandisent atrocement. Et le pauvre désert, c'est pas long. Il reste que des miettes. Et c'est pas tout. Dans les grandes déceptions mondaines, ils font pas rien que manger, hein. Ils buvardent aussi, et pas n'importe quoi. De l'eau de Pologne, du vrai vin. Ils se versaillent des grands verres de Vergogne et ça buvarde et ça buvarde. Et bientôt tout le monde est très gai, très pharisien, et ça se met à crier. Vive la France! Bon, il y en a bien sûr qui n'aiment pas le vin, hein, comme les deux plus grandes Nations Unies, l'Amnésique du Nord et la République qui a des soucis réalistes. Ces deux grandes fofolles, elles n'aiment pas le vin. Alors on leur laisse la bière froide. Et ça buvarde, et ça engrise, et ça tombe dans la pire vulgarité. On en voit qui ont tellement le Royaume-Uni qu'ils se laissent tomber la grande bretelle. Et ils se font deux guirlandes et ils tirent dessus. Et c'est là que ça déclenche la course aux ornements. Tout le monde devient fou. Même les alliés de toujours, même les aliénés. Et puis il y a ceux qui ont le vin triste, comme la clique du Sud. Pauvre clique du Sud. Elle ne peut pas buvarder. Elle fait une répression nerveuse. Elle reste dans son coin, elle broie du noir. Et puis il y a ceux qui prennent le Nord aux dents, et le Nord ne se laisse pas faire. Alors ils se scandinavent, ils se péninsultent. Oh, il y a ceux qui perdent la tête, qui décapitulent, et qui se retrouvent comme des trépanations. Ces époux effroyables, c'est un Macao terriblifique. Les myopies se tapent le négus. Partout, la belle gifle son flamand. On s'arrache les 5 condiments, on se tire sur le pipeline, on déterre les moratoires, on se traite de musulmans menteurs. Et ça pétarabe, ça pétarabe, ça pétarabe.
L'indignation s'empare des diplomates et lance partout sur la nappe monde. Et ça, les serviettes, elles n'aiment pas ça. Surtout la serviette suprême. Ah, les serviettes volent de partout et ça métamorphose la Chine. Les serviettes frappent, l'amnésique se fâche, elle pique une protocolaire. L'amnésique sort de ses gonds, les serviettes cognent de plus en plus. C'est la salade de la violette qui monte de plus en plus violette jusqu'au bout, jusqu'à perpétrole, jusqu'à l'épuisement. Et puis ça se calme. Forcément, après l'épuisement, ils n'ont plus de force. Ils n'ont même plus la faible petite force de se lancer des olives nucléaires. Heureusement pour la vieille qui nettoie les dégâts à mesure. La vieille démocrateuse. Elle ne serait pas d'accord avec les olives. Pour elle, ça serait inadmissible. Elle qui est déjà toute alarmée, toute pentagonisante, avec un pied dans la tombe atomique. Elle aurait bien trop peur de ne plus jamais être capable de faire le ménage de sa pure république. Elle aurait trop peur de ne plus jamais être fière de son monde. Pauvre vieille démocrateuse. Voilà. Particulière. Et une jeune artiste, alors j'ai plus son nom parce que je l'ai vue elle était venue même au Théâtre en Rond à Sassenage et je l'avais vue à Avignon. Oui, je l'ai vue aussi à Avignon. Oui, tu l'as vue. Alors j'ai plus le nom en tête parce que moi non plus, j'ai plus son nom. Mais... Et elle a fait un spectacle fabuleux sur les textes de Sol. Et vraiment, il faut que je retrouve, hein, je l'ai dans mes trucs d'Avignon, là. Elle avait fait vraiment un spectacle fabuleux, physique et sur C'est vrai, il y a à la fois le contenu, vraiment le fond, et puis il y a la forme aussi qui est intéressante, hein, qui va bien avec. Et moi, ça me faisait penser aussi à des fois des textes où on change une lettre, dans un mot, on change une lettre par une autre lettre ou un mot par un autre mot. Et on arrive à retrouver le sens de la phrase parce qu'on est câblé comme ça et qu'on n'a pas besoin d'avoir tous les mots d'une phrase pour comprendre la signification, quoi, finalement. On voit ça des fois sur Facebook. On trouve des vidéos de Marc Favreau sur YouTube. Voilà, où on essaie de reconstruire un mot alors qu'il y a des lettres inversées, qu'il y a des tas de choses comme ça. Donc ça m'a fait penser à ça aussi. Et puis là, avec le fond en plus, quoi, qui est vraiment magique. C'est une puissance terrible. Ah, moi, oui. On trouve des vidéos de lui sur YouTube. On arrive encore à en trouver qui datent d'une trentaine d'années. Et vraiment, lui, il campait un personnage, il arrive, il est vraiment en clown Auguste, il est vraiment clochard. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis d'un coup, ça prend une dimension phénoménale. C'est vraiment... Belle découverte. Je vais effectivement regarder ça. Ah oui, non, lui, il est fantastique. Sol, j'aime beaucoup. Et cette jeune artiste qui, je crois qu'elle avait vu Sol, hein, elle l'avait rencontré, voilà, elle l'a tourné il y a 5 ans, au moins 5 ans. Hein, elle l'a tourné pendant 3 ans. Hein. Quel âge il peut avoir, Sol? Il est mort. Il est mort en 2009. Ah. Il est né en 2005. Il est né en 1929. Il est mort en 2005 ou en 2009. Ah oui, d'accord. Ouais. Moi, le disque que j'avais récupéré, que j'ai perdu à 33 tours, avec tous ces textes, un de ces spectacles, il datait des années 75-78. Voilà. À la grande époque où il y a beaucoup d'humoristes québécois comme ça qui étaient très... D'ailleurs, on voit dans le texte, il parle de RSS, enfin, des trucs maintenant. C'est très guerre froide. Hein, oui. Il est pas tendre, mais c'est tellement écrit d'une manière... J'ai longtemps hésité avec un autre texte sur le crépuscule des vieux, qui est aussi terrible, ça, sur la vieillesse. Mais je trouvais celui-là plus marrant. Ce que j'aime bien dans ce texte, c'est que le côté humoristique dédramatise un peu le côté bien lourd de ce qu'il décrit. Et il arrive à faire passer un message avec l'humour. Et ça, c'est magistral. Enfin, moi, je suis fan. Quoi. Moi, j'adore. C'est grandiose. Je ne connais pas du tout, hein, je le dis honnêtement. Ben voilà. Merci Pascal. Merci Pascal. Merci de m'avoir découverte pour certains et redécouverte pour d'autres. Moi, je me suis régalé. C'est bien le partage. Ce spectacle était tellement magnifique que j'ai vraiment... je m'y suis retrouvée. Ça m'a fait plaisir. Super. Donc, merci à vous de nous avoir fait partager vos goûts en matière de textes très, très variés.
C'est vrai que comme c'est intéressant d'ailleurs d'avoir des Ah ouais, textes c'est ça qui est intéressant. bah, ces lectures, ça fait connaître des auteurs. Oui. Et pour revenir aussi à Brigitte Dumas, dont on avait vu 2 fois les lectures théâtrales, Voilà. elle s'était mis, voilà, Symphonie fiduciaire. Alors, Voilà, oui, enfin, j'ai pas dit son nom, c'est un jeune auteur, il s'appelle Nicolas Gracias. Et oui, moi j'avais, c'est mon neveu, hein, donc je suis une inconditionnelle, en effet. Puis j'aime ce genre de texte un petit peu, c'est pareil, voilà. Et donc on avait pris 4 nouvelles, il avait fait publier une dizaine, et 4 nouvelles, donc les héritiers, la relève, les héritiers, le syndicat des indécis qui est extraordinaire, et symphonie fiduciaire. C'est Ok, je crois qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Hein, on va couper le lien avec nos amis qui sont sur Facebook. Donc, merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui nous regardent en replay. Et puis, donc, je coupe le lien. On peut rester encore quelques minutes, si vous le voulez, les lecteurs, pour